Qu'est-ce que vous faites? Vous nous parlez de démocratie, mais qui c'est qui fait la démocratie ici? C'est vrai, c'est dingue ça. Il y a une haine de la démocratie de la part du gouvernement, et après ils s'étonnent que massivement les personnes ne participent pas à ce jeu-là, puisqu'ils n'arrêtent pas de mépriser en fait. Voilà, pardon, ça m'énerve en fait. Grandiose, une vraie casquette de salopard. Mon grand-père me raconta un jour qu'alors qu'il circulait boulevard Saint-Germain à 5 h du matin pour se rendre à son travail, des bourgeois avinés, sortant d'une soirée ou d'une boîte de nuit, lui avaient crié « Salaud de pauvre !» Quand mon grand-père parlait de lutte des classes, cela avait un sens très concret pour lui. Dans les choix d'adaptation du livre, il y avait deux options évidentes qui étaient soit garder une des grandes spécificités du texte, c'est son aspect très kaléidoscopique, éclaté, qui revient dans les temps, les personnages, etc. C'était trop important chacun de ces sujets pour à chaque fois les survoler. Et le temps, il fallait que je le garde à ce qui était pour moi le plus important, c'était le retour à une histoire de la classe ouvrière et non pas celle du transfuge, le temps de l'après. Et du coup, en enlevant le personnage du coup, de Didier Ribon, s'enlevait beaucoup de thèmes, donc le transfuge mais aussi l'homosexualité, le milieu culturel, enfin beaucoup de choses. Ce qu'il dit sur la culture est magnifique et l'école de son point de vue est magnifique. Ça aussi, ça a disparu parce que son personnage a disparu. Moi j'ai rarement lu des histoires de transfuge à la première personne. Je trouve que aussi c'est une enquête qui a quelque chose de très touchant dans la sincérité avec laquelle elle va chercher ses propres niveaux de déni en fait. Nous voulons à tout prix l'unité de la classe ouvrière. Se constituer comme sujet politique, c'était s'en remettre à des porte-paroles par l'intermédiaire desquels la classe ouvrière existait en tant que groupe constitué, en tant que classe consciente d'elle-même. Une des évidences et une logique, ça serait de prendre une voix qui corresponde à la voix de l'auteur. Et en passant ce texte en film, on le déplaçait, on l'ouvrait encore de nouveau, on allait mettre des nouvelles voix à l'intérieur, des nouveaux visages. Et d'une certaine manière, la voix pouvait accompagner ce mouvement-là. Ça veut dire d'aller encore sur autre chose que ce qui sera attendu. Et d'un coup, évidemment, c'est un homme l'auteur de passer à une femme, c'est quelqu'un de plus âgé de passer à une voix plus jeune. Ça permettait d'ouvrir, de le rendre encore plus partageable, ce texte. Et Adèle vient comme une évidence parce que quelque chose dans sa voix, moi, m'indique quelque chose de populaire. Dans le petit rocailleux qui est là, c'est pas une voix qui est polissée comme certaines voix qui sont très maîtrisées. On est passé par une école de théâtre où on a vraiment appris à avoir ces voix neutres et ces voix qui portent une charge aussi sociale. Et là, il y avait quelque chose dans la voix d'Adèle que je trouvais très juste. Voilà. Moi j'ai pas fait d'école, ça c'est effectivement vrai. Après moi ce qui m'a intéressé sur le travail, c'était vraiment, j'avais sous-estimé complètement la quantité de travail nécessaire au projet. Et c'était vraiment tout à fait formateur pour moi de faire ça. La violence nue de l'exploitation. Un corps d'ouvrière quand il vieillit montre à tous les regards ce qu'est la vérité de l'existence des classes. C'est vrai que dans le film, il y a beaucoup de contenu sur où on voit les femmes représentées, etc. Après, nous, on a eu des débats sur la question en interne, on va dire, sur la question de qu'est-ce qui est analysé en tant qu'oppression. Et moi, c'est quelque chose que je trouve que le film est un bon point de départ pour la réflexion, on va dire, des oppressions intersectionnelles, si on veut. Voilà, moi, je trouve que ça ouvre sur qu'est-ce que ça veut dire d'être constituée en tant que femme, dans la classe ouvrière, blanche notamment là, et comment en fait être femme et ouvrière, d'après ce que j'ai compris et comment je comprends les choses, c'est en fait être à l'intersection quand même de deux types d'oppression, qui est une oppression des patrons sur les ouvriers, c'est-à-dire les patrons en fait ils peuvent via la plus-value accumuler de la richesse sur le travail des ouvriers, et une oppression de sexe où en fait les hommes peuvent profiter du travail gratuit des femmes à domicile pour eux utiliser leur liberté, par exemple même pour aller au bistrot, des choses comme ça. J'ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps là. Ils sont bouffés les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends. T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. J'ai plus l'envie en général dans mes films de raconter, si on parle des films plus historiques, de raconter des histoires sociales, non pas forcément des histoires intimes, mais en tout cas une histoire de la gauche, une histoire des histoires populaires. Et c'est ça qui manque toujours cruellement. Et ma place, elle est plus là. Il y a deux moitiés, on va dire, dans le film. Une première moitié qui est très
quelque part qui part de l'expérience, qui part d'une expérience vécue et de proches, c'est-à-dire tous les parents de l'auteur en fait, qui se retrouvent chacun confrontés à, au poids du déterminisme social et qui vont essayer par leurs forces individuelles ou leur caractère particulier d'échapper à cette violence. Et dans la deuxième partie, je trouvais intéressant parce que c'est cette question de sur quelle base on forme des alliances politiques et effectivement comment finalement la base nationaliste s'est mise en place comme rassemblement et que comment cela profite en fait à un système capitaliste et finalement qui va participer de l'accroissement des inégalités. Je vois par exemple tel camarade qui boit actuellement, eh bien c'est parce qu'il n'a plus aucun rapport sexuel avec sa femme. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont 5 enfants et parce qu'ils ne veulent pas en avoir 6. C'est toujours paradoxal, mais une des très bonnes sources sur les années 50, 60, 70, en France en tout cas, sur des portraits de gens, c'est la télévision. Il y avait des cases, qui n'existent évidemment plus, d'émissions régulières qui prenaient leur temps, ça prenait leur temps, la télé, d'1 heure, et il y avait par exemple une émission qui s'appelait 16 millions de jeunes. Alors ça va les starlettes, les rockers, mais aussi les ouvrières à Dunkerque. Je ne sais pas si c'était tous les mois ou toutes les semaines, mais en tout cas ça durait des années. Il y avait une émission l'après-midi pour les femmes, une fois par semaine, où c'était des portraits de femmes. Et là on a trouvé des portraits, pareil, de femmes chez elles dans le Nord, de mineurs. Et c'est des très beaux documentaires presque ethnographiques. Des fois il n'y a même pas de voix off, on voit les gens vivre. Et l'avantage en plus qu'on a, ce qui nous, en tant que cinéphiles, c'est agréable, ces films ont été conservés en 16 mm. Donc on peut les restaurer, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du cinéma alors que c'est de la télévision. Et cette télévision-là, elle nous manque, elle était très très belle. Et c'est des films évidemment qu'on ne connaît pas, ou qui sont encore dans les tiroirs de l'INA et qui sortent une fois de temps en temps, mais il y en a trop pour qu'on puisse les connaître. Les nôtres vont au travail, d'autres travaillent beaucoup moins, mais mangent beaucoup plus. À l'heure où pour les uns le labeur de jour commence, d'autres viennent se reposer enfin des fatigues de la nuit. C'est que l'hôtel particulier leur appartient. L'usine aussi leur appartient. Les mains noires de nos trieuses paient les manucures des toutous de ces dames. On a changé aussi de la manière de lutter, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles luttes qui se mettent ensemble, il y a des tentatives de commun, de mise en commun. Alors c'est toujours un peu flottant, mais des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et il y a forcément une réinvention. C'est pas que manifester n'a pas changé, mais la manière dont on porte des slogans, des mêmes manières, on crée des contre-lieux. Il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes. Et il y a eu quelque chose comme les Gilets jaunes, ou d'un coup mené par des gens qui pourraient être les personnages du livre de Didier, qui étaient inattendus au moment où il l'a écrit. C'est-à-dire que l'éruption du populaire, comme ça, dans l'espace public, partout, ça c'était... Juste, je vous interromps 2 secondes, mais il y a quand même tout ce qui est mouvement féministe et tout ce qui est mouvement antiraciste, tout ce qui est mouvement contre les violences policières, etc. C'est quand même, il y a une vitalité là, aujourd'hui, des prises de conscience qui sont peut-être pas basées sur... forcément en premier lieu sur la classe sociale, d'ailleurs c'est intéressant je trouve, mais qui a quand même une conscience comme ça, je pense que moi j'ai l'impression de voir ça. Bon, je ne suis pas non plus extrêmement vieille, mais j'ai l'impression d'avoir jamais vécu une énergie pareille dans la société civile, quoi. Effectivement, partant des Gilets jaunes, mais effectivement aussi via des mouvements féministes, transféministes. Il y a une tentative de silenciation quand même super forte, c'est-à-dire qu'en fait le gouvernement va ridiculiser toute forme de prise de parole, criminaliser les prises de parole, va finalement ne laisser aucune option qui va aussi via le biais de la gestion des manifestations, etc., réprimer, la parole, la réprimer violemment. Et voilà, il y a cette surdité qui fait qu'après ils s'étonnent en se disant genre mais c'est incroyable, on nous parle pas. Mais en fait, on n'arrête pas de parler nous en fait. On n'arrête pas de vous dire, on n'arrête pas de se mobiliser pour défendre l'école, on n'arrête pas de se mobiliser pour défendre les retraites, pour défendre une société plus juste. Qu'est-ce que vous faites? Vous nous parlez de démocratie, mais qui c'est qui fait la démocratie ici? C'est vrai, c'est dingue ça. Il y a une haine de la démocratie de la part du gouvernement, et après ils s'étonnent que massivement les personnes ne participent pas à ce jeu-là, puisqu'ils n'arrêtent pas de mépriser en fait, finalement. Voilà, pardon, ça m'énerve en fait.